Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 18h, passé de 15 minutes à Niamey. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du Studio Kalangu, une émission qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité de la semaine qui s'achève. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la gratuité des soins pour les malades du paludisme entreprise par les autorités dans tout le Niger. Ensuite, il sera question du rapport 2022 de Chat Niger sur les incidents sécuritaires dans la région de Tillabéri. Nous parlerons également du centre de réinsertion socio-économique pour les ex-combattants des groupes armés non étatiques, les relaxés et les victimes réceptionnées le 26 mai dernier à Hamdallaye dans la région de Tillabéri. Enfin, de la politique avec le verdict de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CEDEAO qui a débouté Mohamed Ousmane, candidat au second tour de l'élection présidentielle de 2021 dans l'affaire qui l'oppose à l'État du Niger. Avec nous dans ce studio pour analyser ces faits, M. Sidiko Harouna, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir, madame. Abakari Arimi, il est journaliste à la radio Alternative. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans un communiqué du 25 mai passé, le ministre de la Santé publique a rappelé la gratuité pour la prise en charge du traitement du paludisme et ce, quel que soit l'âge du patient. Mais selon Mme Germokwe Hadiz Jakou, la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger, les produits antipaludiques sont disponibles dans toutes les régions du Niger. Néanmoins, elle apporte quelques précisions au micro de notre reporter Fikata. En cas de positivité du test qui est réalisé gratuitement, le relais remet au patient les médicaments en fonction de son poids et de son âge. Au niveau des cases de santé et des CSI, nous mettons également à leur disposition les tests de dépistage rapide et les médicaments. Quelle que soit la maladie, pour avoir accès à la formation sanitaire, il doit payer un ticket modérateur qui varie de 900 à 1100. Et les médicaments du paludisme, quelle que soit la tranche d'âge, vous sont donnés gratuitement. Pour les enfants de moins de 5 ans, vous ne payez pas le ticket d'entrée. Si vous avez une autre pathologie qui est associée, si vous vomissez, là vous allez peut-être payer les antiémétiques. Si vous avez de la fièvre, oui, vous allez peut-être payer le paracétamol. Ici, nous parlons des antipaludiques. Cette situation que je vous donne, elle concerne donc toutes les régions de notre pays. Il y a une très bonne disponibilité de ces médicaments au niveau des formations sanitaires. C'était là donc la coordinatrice du programme national de lutte contre le paludisme au Niger sur la question de la gratuité des soins pour les malades du paludisme qui a été entamée dans tout le Niger. Alors je commence par vous, Monsieur Armi. Quelle appréciation faites-vous vraiment de cette décision du gouvernement? Écoutez, c'est une très bonne chose. C'est ce à quoi aspirent vraiment tous les Nigériens, je dirais. Aujourd'hui, tout ce qu'on regrette, c'est la période où tous les soins étaient gratuits dans ce pays. Et donc, quand on dit qu'une maladie comme le paludisme sera gratuitement soignée, c'est une très bonne chose. Maintenant, comment ça va se passer? Comment ça va se passer sur le terrain, c'est cela le problème. Parce que avec la gratuité de soins pour les enfants de 0 à 5 ans déjà, on se rappelle de quiproquo qu'il y a eu. Il y a eu des moments où on dit que quand la femme amène l'enfant, n'est-ce pas, on peut même ne pas le soigner, ou bien on refuse parce qu'on ne doit pas donner, on a interdit aux infirmiers de donner les ordonnances et tout. Ils se contentent donc de donner 2, 3, 4 comprimés de paracétamol et bye bye. L'effectivité voilà, donc ce n'était pas effectif. Et c'est pourquoi, pour ce cas précis de la prise en charge du paludisme, j'aurais bien voulu qu'on nous dise quelle quantité de produits, quel produit a été mis, des précisions pour nous dire quelle quantité a été mise à la disposition des CSI, des centres de santé, des cases de santé, pour que
voilà, cette maladie soit prise en charge parce que normalement, on connaît, notamment avec Mme Jacou, normalement, on sait à peu près, par exemple, l'année dernière, combien de malades de palu on a eu dans ce pays. On a enregistré. Oui. Et sur cette base-là, donc, ce qu'on met à la disposition des centres, mais bon, ça c'est tellement, c'est un peu vague et c'est venu comme ça. Surtout qu'on est à l'entame de la saison des pluies et c'est une période propice. Voilà, moi je pense que c'est une très bonne chose et qu'ils doivent veiller pour que ça soit effectif vraiment dans la mesure du possible. On sait que c'est extrêmement difficile, mais ça me tique aussi un peu quand on dit que non, quand par exemple le malade se met à vomir, mais c'est dû au palu. On sait que le palu est toujours accompagné de maux de ventre, de vomissements, de la fièvre et tout. Si pour tout soigner ça, mais c'est ça qui coûte cher effectivement. Par exemple, même à la clinique, quand vous allez, oui, on va vous mettre un sérum et on va mettre l'antipaludin là-dedans, mais c'est toujours de Vogalène, c'est toujours... Mais oui, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé en fait. Alors vous, Sidiko Doumbia, êtes-vous vraiment optimiste quant à la pleine application de cette décision du gouvernement sur le terrain? Écoutez, madame, oui, mais un gros mais, parce qu'il aurait fallu que l'on tienne compte ou bien que l'on tire toutes les leçons liées à un moment donné à la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans. Quand on sait que, comme Arimi l'a dit, les impairs qui étaient corrélés à cette gratuité. J'aurais bien voulu qu'on tire les enseignements de cette gratuité pour l'appliquer au cas du paludisme. Ça allait être bien si vraiment... on clarifie maintenant à entendre les propos de la coordinatrice nationale du PALU. Quand vous venez, par exemple, non seulement il y a un ticket modérateur qu'il faille payer, et quand vous venez, si par exemple, Ademi l'a si bien dit, quand vous vomissez, et donc il va falloir... Donc c'est en quelque chose donner d'une main et retirer de l'autre. Aujourd'hui, tout le monde sait un secret de polichinelle. Le palu est accompagné de plusieurs symptômes. Ça, c'est un. De deux, il aurait fallu que nous sachions à peu près la quantité mise à la disposition des différents CSI et au niveau des différentes régions, bref, dans tous les centres sanitaires. Parce qu'il ne faut pas occulter aussi le comportement de certains agents de santé. Sur le terrain, nos parents qui sont dans les campagnes, dans les villages peuvent venir. Certes, il y a la gratuité. Non seulement le paiement de ce ticket modérateur-là peut prêter beaucoup à confusion, parce qu'on leur a dit, venez, quand c'est le palu, c'est gratuit. Mais imaginez qu'ils viennent et qu'on leur dise, bon, à partir du moment où vous vomissez, ou à partir du moment où vous avez des céphalées, à partir du moment où vous avez tant de mots, donc, il faut payer ce ticket modèle et ce n'est pas évident qu'ils aient la somme. Justement, ça, selon le ministre même, il disait qu'il y a une participation communautaire qui ne dépasse guère 1000 francs. Ça demeure d'actualité, ça demeure toujours d'actualité dans les centres de santé. Madame, je ne vous apprends rien aujourd'hui avec tout ce qu'on sait comme contexte sécuritaire et vu vraiment leur faible revenu, ce n'est pas évident qu'ils aient ces 1000 francs. Donc, je dis, il faudrait vraiment que tout ça là soit clarifié. La coordination nationale, quand même, a sa possession des données statistiques qui puissent vraiment être en conformité, en adéquation avec le nombre de produits qui seront mis à la disposition des CSI et des autres centres de santé. Et je reviens sur le comportement des agents de santé. Aujourd'hui, quels moyens l'État a pour pallier vraiment à des indélicats qui pourrait être amené à même demander de l'argent malgré la gratuité. Un bon suivi, c'est bien beau d'instituer, c'est bien beau de claironner comme quoi s'il y a une gratuité concernant le paludisme, mais il aurait fallu que les mécanismes soient mis à côté vraiment, non seulement pour qu'il y ait un suivi, pour qu'il y ait vraiment l'application effective et ensuite pour contrecarrer vraiment d'éventuels indélicats qui seraient amenés à soutirer de l'argent à nos pauvres parents. Il faut donc un bon suivi de cette initiative. Mais selon vous, Armi, outre ce genre d'initiative, que faire vraiment pour lutter efficacement contre cette maladie qui, selon les données du ministère de la Santé, constitue 28% même de toutes les maladies dans tout le pays et 50% de tous les décès enregistrés. Comment vraiment lutter efficacement contre moi cette maladie? j'en sais, pour avoir été hospitalisé pour la première fois de ma vie à cause du paludisme il y a un an.
Et donc, on a dit que c'est l'hygiène, vraiment, d'ailleurs, la meilleure façon de lutter contre le paludisme. Oui, avant, on faisait la prophylaxie, c'est-à-dire tous les enfants, à un moment donné de l'année, on distribuait des produits. Et j'ai vu d'ailleurs l'année dernière, à Niamey encore, ça s'est passé. Et il semblerait que c'est efficace. Mais au-delà, c'est vraiment l'hygiène qui permet de lutter contre le paludisme. C'est-à-dire les égouts, j'ai vu les mairies ont commencé à vider. Oui. Je sais que les gens vont laisser encore, ça va se reverser dans les trous. Mais et la population et les agents de l'assainissement, les mairies, les communes, doivent vraiment veiller. Ça, c'est ce que les spécialistes disent. Hein. C'est mieux que toute autre chose. Mais au-delà, il semblerait aussi que le fait de dormir dans les moustiquaires. Justement, ils ont commencé à imprégner, oui, j'ai vu, j'en ai vu d'ailleurs, oui. Chez moi, ils ont déposé, j'ai vu. Ce sont des choses qui contribuent énormément. Mais au-delà, donc, ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Mais aussi, la sensibilisation tout court, de plus en plus, ça ne suffit pas. Une fois, j'ai eu à le dire ici, il faut agir sur le comportement. Donc, on a besoin de multiplier vraiment la communication, de proposer une bonne politique de communication pour le changement de comportement. Et ça, je crois que c'est cela qui parviendra à un peu, en tout cas à faire reculer sensiblement le taux de paludisme, parce que c'est d'abord une maladie très mortelle, où il faut, là on nous dit qu'on va prendre en charge plus ou moins, surtout pour les 0 à 5 ans, mais c'est les dépenses. Aujourd'hui, dans les cliniques, c'est pas moins de 20 000 pour un cas de palu d'un enfant. Et donc, c'est aussi excessivement cher. Ça aussi, certainement qu'il n'y a certainement pas eu d'études à ce niveau. Mais le nombre d'enfants auxquels ça empêche d'aller à l'école, le nombre de travailleurs qui n'ont pas travaillé une semaine, voire 10 jours dans l'année à cause du paludisme, c'est beaucoup vraiment d'effets que le paludisme cause au niveau de notre administration et au niveau de la population tout court. Et donc, vraiment, il faut sensibiliser à outrance. C'est une maladie vraiment grave. Et malheureusement, ça se transmet aussi banalement que à la FADA, vous êtes en train de poser. Voilà, cette femme attrape, tout le monde risque de l'attraper. Donc vraiment, c'est que les familles doivent veiller à ce qu'il n'y ait pas de l'eau qui stagne. Vraiment, les saletés doivent avoir, les gens doivent savoir où ils doivent mettre les eaux usagées. Et vraiment, pendant la saison de pluie, malheureusement, les rues de Niamey, on sait ce que c'est. Mais vraiment, c'est sur cela qu'il faut agir, et je pense que c'est possible. On espère vraiment qu'il y ait un changement de comportement venant de la population, surtout à la veille ou bien à l'entame même de la saison des pluies. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre. Nous entamons le deuxième sujet de ce forum. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, 136 incidents sécuritaires ont été enregistrés au cours de la période de janvier à avril 2022, contre 93 sur toute l'année en 2021. Ces incidents sécuritaires qui ont presque doublé cette année ont provoqué le déplacement interne de plus de 58 000 personnes. Mais par ailleurs, 43 civils ont été tués et 22 autres enlevés dans les départements de Torodi, Tera et Gotaï, précise le communiqué d'OCHA. Mais pour l'heure, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 10% de financement, indique toujours le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Sidoukou Doumbia, quelle analyse vous inspire vraiment cette situation qui prévaut? Au regard de cette publication d'OCHA, ça ne peut que conforter, en même temps inquiéter davantage. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien sur la situation sécuritaire, indépendamment de ce que les organismes, du mieux qu'elles peuvent, rapportent. Vous l'avez si bien noté, quand on se réfère aux statistiques, elles ont pratiquement doublé. Et le pire est à craindre, surtout que nous assistons de part et d'autre vraiment à des déguerpissements où les populations sont sommées de quitter les lieux.
Et vous l'avez dit, à l'entame de la saison des pluies, maintenant leur point de chute, ce serait où, et les populations autochtones, ou bien là où elles vont être accueillies, ou bien là elles vont être relogées, comment est-ce qu'elles vont partager les richesses naturelles. Bientôt ce seraient les travaux des champs. On en a parlé tout à l'heure des cas de palu. Bref, c'est un foisonnement de risques. Les conséquences sont multiples, multiformes. Donc vraiment, pour ne pas arranger les choses, pas plus tard qu'hier, nous avions appris la suppression du poste de contrôle de police à l'entrée de la ville. Donc ça ne fait qu'exposer davantage les populations. Moi je pense que les gens ou bien l'autorité ainsi que tous les acteurs se doivent de prendre vraiment le taureau par les cornes, puisque la situation ne peut que s'empirer davantage du jour au lendemain, et on a trop enregistré de pertes, de déplacés. C'est dire que franchement, les populations de cette partie de notre pays en ont assez payé ce lourd tribut du seul fait de l'insécurité. Moi, je pense que tous les acteurs, en premier l'État, doivent vraiment revoir sa copie. Et les acteurs et autres organismes doivent lui emboîter les pas pour essayer du mieux qu'ils pourront sauver ce qui peut encore l'être, pour que la sécurisation des personnes et de leurs biens puisse être une réalité, que de venir leur rabâcher les oreilles à travers cette batterie ou bien cette pléthore de dispositifs qui, à l'épreuve des faits, sont nuls et de nul effet. Vraiment. Donc, cette situation, comme l'a bien dit Ousmane Sidikou, elle ne fait que dégringoler. L'impact, il est énorme sur la population, M. Arimi. Oui, quand on parle de 150 000 personnes vraiment déplacées dans une vraiment petite portion, je dirais, de notre territoire, vraiment c'est extrêmement grave. Et ça se passe malheureusement à la veille de la saison de pluie. Autrement dit, certaines communautés vont passer 2 saisons sans pour autant avoir cultivé. Et on sait déjà que toute l'Afrique de l'Ouest est déjà exposée à la famine. On parle de 30 millions de personnes menacées, n'est-ce pas? Et la situation internationale n'est pas de nature à faciliter les choses. En tout cas, rien que sur le plan de la venue des céréales, on risque d'être confronté à des problèmes sérieux d'ici quelques temps si la guerre en Ukraine ne finit pas. Justement. Et donc, ce qui fait que vraiment le gouvernement, comme l'a dit Sidikou, doit prendre les taureaux par les cornes. Il ne faut pas, quand la situation... Les Hausa disent c'est-à-dire, donc on a beau trop compter, il ne faut pas trop compter sur les institutions internationales. On les remercie pour tout ce qu'ils font, mais la spécificité de l'insécurité telle qu'elle sévit dans cette zone, c'est que même les routes, n'est-ce pas, sont de plus en plus pas du tout praticables, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être pas le cas de Difa où les personnes déplacées étaient autour du goudron, et tant bien que mal l'aide parvenait en son temps. N'est-ce pas? Il y a des zones même qui sont inaccessibles à cause de cette insécurité dans la région. Et aussi, quelque chose d'assez particulier qui est en train de se passer, c'est que même les personnes qui sont chargées d'apporter l'aide, eux aussi, ils sont presque recherchés, et en tout cas beaucoup déjà, on ne sait même pas combien ont été tués. On parle récemment de quelqu'un de la Croix-Rouge qui a été tué vers Ayoru, ainsi de suite. Les gens, il y a des enlèvements justement, également. Donc voilà, tout le monde est exposé. Et apparemment, notre armée est pratiquement dépassée. Même les FDS aussi sont exposés, puisqu'ils sont la cible. Justement. Et pas très loin de Niamey. Tout ça se passe à peu près à 50 km, 40 km de la ville de Niamey. Donc vraiment, ça nécessite que le gouvernement prenne son courage à 2 mains. On sait que c'est difficile, mais aussi on ne le sait pas mieux qu'eux, parce que le président de la République l'a souvent répété que ces gens sont très armés, qu'ils sont là et qu'il est extrêmement difficile de faire face. Mais aussi,
Barkhane a été quand même redéployé chez nous. Chaque matin, les riverains de la ville de Niamey disent qu'il y a des dizaines et des dizaines de véhicules ne font qu'affluer vers là où ils sont basés. Mais alors, est-ce que c'est le même problème qu'ils ont eu au Mali qu'ils vont avoir ici, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sent pas. On ne sent sincèrement pas. Et malheureusement, même le communiqué le relève que le plan de réponse humanitaire même n'a reçu que 10% du financement. Assez minime quand même. Oui, et ça doit attirer notre attention de ce que nos amis du Nord prennent, comment ils prennent les choses. On a vu plusieurs crises se succéder et rien que pour l'Ukraine, vous avez vu comment pour la France, on a parlé de 400 millions d'euros déjà débloqués. Les États-Unis ont fait voter un fonds pratiquement de 40 milliards de dollars. Pour cette situation, n'est-ce pas? Tout ça, ici. c'est trop pour nous. Oui. Tout ça, c'est extrêmement trop pour nous. Et si autant est investi, si autant de temps aussi est investi vraiment pour le problème que nous vivons, ce problème allait être résolu. Autrement dit, il y a 2 poids, 2 mesures dans la... Or, c'est une crise aussi grave, sinon plus grave que ce qui... C'est ça l'hypocrisie de la communauté internationale. Oui, voilà, il faut oser le dire. Pour rapidement, vraiment, quelle autre solution envisageable vraiment pour faire face à ce problème? La solution, moi, à mon humble avis, elle est toute simple, madame. C'est-à-dire l'État se doit de véritablement jouer son rôle régalien en prenant vraiment ses responsabilités et d'ailleurs toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, elle est tellement infime de ce qu'on a eu à 10% comparé à l'urgence de la sécurité, de la situation sécuritaire. En Zarma, on dit autrement dit, quelqu'un ne va pas venir mâcher ton comment on appelle ça, gérer la situation à ta place. Oui. Donc vraiment, il faudrait que l'État se donne les moyens. Il se donne les moyens. On ne peut pas s'en passer de l'aide de la communauté interne. Mais vraiment, c'est trouver les mécanismes savants pour essayer de jugiliser à l'interne pour y faire face. Ça, c'est un. De deux, vraiment, la population, moi, je pense qu'elle aussi, elle a une partition à jouer. On ne cessera jamais de l'interpeller pour une collaboration entre elle et ses FDS. Parce que elle est nécessaire, elle est impérieuse, cette collaboration. Et à ces FDS-là, d'avoir un comportement responsable, un comportement vraiment qui incite beaucoup plus à la confiance qu'à la méfiance envers ces mêmes populations. Donc vraiment, je pense que le triumvirat population FDS autorité, vraiment, il doit avoir cette corrélation, cette collaboration-là, cette confiance que d'avoir la méfiance, puisque le contexte sécuritaire l'exige. Oui, rapidement. En fait, moi, ce que je pense, c'est que de fait, et le gouvernement et les FDS doivent avoir confiance à la population. Parce que c'est elle qui est déplacée. Et la population, celles qui ne sont pas directement concernées, déjà tout le monde apporte sa part parce que la population qui accueille partage toutes ses ressources. Là, alors, toutes ces ressources, même qu'il n'y a pas avec ceux qui sont déplacés. C'est tout ce que la population peut faire. Vraiment. La population dans toutes les questions. Absolument. Donc c'est ça quoi. Autre sujet de ce forum, le centre de réinsertion socio-économique pour les ex-combattants des groupes armés non étatiques, les relaxés et les victimes a été réceptionné le 25 mai dernier à Hamdallaye, département de Kolo, dans la région de Tillabéri. L'objectif du gouvernement nigérien à travers cette initiative est de faire comprendre à ces jeunes qui ont pris des armes que leur place n'est pas dans le terrorisme, a déclaré Amadou Adamou Souley, le ministre de l'Intérieur, qui a présidé d'ailleurs la cérémonie. Alors vous, Armi, que pensez-vous vraiment de cette initiative des autorités du Niger de créer un centre de réinsertion pour ces ex-combattants? C'est toujours bien de rassembler les gens, d'essayer de les sensibiliser, de leur apprendre un métier, mais c'est déjà fait dans Agoudou Maria, ça a été déjà créé. Les ex-combattants de Boko Haram. Voilà, et j'en ai vu à Difa qui ont appris la mécanique, malheureusement, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire ce n'est rien de varié, d'abord,
Parce que ce qu'on leur apprend comme métier, c'est toujours ou la mécanique, ou d'être plombier, ou la couture. N'est-ce pas? Surtout pour les femmes, c'est surtout la couture. Oui. Or, si tout le monde fait la même chose, moi, je ne sais pas en quoi ça peut vraiment résorber le taux de chômage. C'est vrai que déjà que quelqu'un apprenne un métier, ça lui facilite d'apprendre un autre, même si c'est de lui-même. C'est une très bonne chose, mais non seulement il faut varier, et il faut peut-être vraiment creuser encore dans les ménages pour essayer de proposer quelque chose vraiment de plus concret pour ces gens qui ont déposé ces ex-combattants-là. C'est une très bonne chose, mais on dirait que ce n'est pas suffisant. Moi, je ne sens pas trop... c'est vrai qu'il y a une transition déjà. Ils sont revenus. S'ils repartent directement dans la population, il peut y avoir des règlements de compte. Est-ce qu'il y a même un suivi pour ces jeunes-là une fois dans la société? Est-ce que vraiment ils ont pu vraiment avoir une meilleure réinsertion? Ceux de Goudmaria même, si on il y en a qui sont actuellement à Difa et qui essaient de travailler, qui essaient de mettre en place des choses. Parfois, on leur donne un peu d'argent pour faire... Mais vraiment, c'est une très bonne chose. Et le passage dans le centre, c'est une très bonne chose parce que c'est une transition avant de retourner au sein de la population. Parce que la population, elle aussi, il faut la sensibiliser à les accepter. Parce que ce n'est pas des enfants de quelqu'un d'autre, c'est leurs propres enfants. Donc, c'est une très bonne chose, c'est d'essayer vraiment encore de creuser dans les ménages. Peut-être la prise en charge psychologique, il faut aussi l'améliorer et leur acceptation par la population qui est la leur. Ce n'est pas les enfants de quelqu'un d'autre. C'est donc tout ça, une bonne initiative, mais selon vous, Sidikou, quels sont les vrais défis pour ces ex-combattants concernant leur réinsertion sociale? Le premier défi, moi je pense que c'est l'acceptation. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit du copier-coller du camp de Goudmaria. Parce qu'on a comme l'impression qu'il faut faire pour le faire. Non, moi je pense qu'on aurait dû s'inspirer, on aurait dû tirer les leçons, les acquis. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour le cas spécifique de Goudmaria, pour transposer ça au cas de Hamdillahi. Arimi l'a si bien dit. Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est des gens qui ont décidé de déposer les armes. Donc, c'est un couloir obligé, ces camps-là. Mais il faudrait qu'il y ait de la variété. Par exemple, aller au-delà ou bien trouver d'autres alternatives. Aujourd'hui, ce à quoi on les initie, c'est-à-dire ils en sont combien dans la vie active comme ça? Est-ce que l'État devrait aussi leur garantir un emploi après vraiment la formation? Non, l'État, non, c'est-à-dire indépendamment même de ça, c'est-à-dire il faudrait que l'État surfe sur deux tableaux. Le tableau de l'employabilité de ces ex-combattants, mais aussi le tableau de l'acceptation par au niveau local, c'est-à-dire par les populations de là où se trouve le centre. Parce que pour beaucoup, c'est de bonne foi, à tort, ils ont décidé de déposer les armes. Mais comment faire comprendre celui-là à qui c'est un frère, un cousin, machin, nombre de fois qui ont été tués, qu'on dise que bon voilà, c'est vrai, il s'est pardonné, tu vas vivre avec lui. Et surtout, qui plus est, si ça se trouve que ce dernier est un oisif, il est là, il ne fait rien. C'est comme si c'est des privilèges qui ont été accordés à des gens qui, à un moment donné, ont causé du tort et qui se sont vus, cette fois-ci, en quelque sorte... obligés, si on peut obligés. Donc, moi, je pense vivre avec lui. Voilà, moi, je pense qu'il faut l'acceptation et vraiment de voir la variété dans leur employabilité. Vraiment. C'est bien beau de les occuper, mais il ne faudrait pas que ça continue à donner l'impression du déjà vu et du déjà fait ailleurs. Voilà. D'accord. Alors, nous passons au dernier sujet de ce forum de la politique. Avant, nous allons marquer une petite pause. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a débouté Mahaman Ousmane, candidat au second tour de l'élection présidentielle de 2021. Dans l'affaire qui l'oppose à l'État du Niger, a indiqué une source proche du candidat. Le verdict a été rendu le 31 mai 2022 par vidéoconférence au siège de la Cour à Abuja, au Nigeria.
Pour rappel, Mahaman Ousmane a réclamé la victoire à l'issue du deuxième tour de la présidentielle en février 2021, remporté par le président Bazoum Mohamed. Arimi, quelle lecture faites-vous de ce verdict de la CEDEAO? Bon, je l'avais prédit ici même. Et je ne suis sincèrement pas surpris. Je ne m'attendais pas que du jour au lendemain que la Cour de justice de la CEDEAO décide que c'est désormais Maman Ousmane qui est élu et que c'est Bazoum. Bazoum donc doit mettre fin à l'exercice de pouvoir qu'il a entamé depuis plus d'un an. Donc c'était pas, pour moi c'est pas surprenant, mais c'est un exercice. Et certainement qu'il a eu confiance à la justice de la CEDEAO. Peut-être que s'il avait eu raison selon cette même cour, peut-être qu'il allait lui donner donc cette raison-là. Bon, selon cette cour, il n'a pas gagné ces élections-là et donc les choses restent en l'état. Et je suppose qu'il va l'accepter. Je ne l'ai pas encore entendu après. Il ne s'est pas encore prononcé. Mais quand on a confiance à une justice, on sait remet à cette justice-là, donc les verdicts rendus par cette justice-là, il faut, à mon avis, l'accepter. Et je pense que connaissant bien la personne, c'est un ancien président de la République, il va certainement l'accepter. Et peut-être que les preuves qu'il a mis à la disposition de la Cour n'étaient pas suffisantes ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à cela. Oui. Mais c'est une expérience, je pense, unique dans toute l'Afrique. Donc, nous avons bien joué en tant que Nigériens notre rôle de laboratoire. Et il n'y a pas que la rue, il n'y a pas que l'affrontement qui peut expliquer un mécontentement à l'issue des élections. Voilà, donc c'est un acte démocratique qui a été posé et qui a été mené jusqu'au bout. Et vraiment, je crois que c'est la leçon à tirer de cet acte posé par Maman Ousmane. Maintenant, en tant qu'opposition, il y a encore du pain sur la planche dans ce pays. Rien que des élections qu'il a remises en cause jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on a vues et qui permettraient à une opposition, n'est-ce pas, qui est l'autre pan du pouvoir, n'est-ce pas, de mettre vraiment en exergue son rôle d'opposition et vraiment montrer à tous ceux qui ont eu confiance à lui que vraiment il y a quelque chose qui est en train de se faire et donc c'était lui le meilleur candidat qui ne l'ont pas pris. Donc il y a de la matière pour l'opposition. C'est fini, c'est une page qui est tournée. Mais voilà, nous avons plein d'histoires, de défis dans ce pays. Vraiment, on n'a même pas besoin de signer, de dire aujourd'hui. Avant de venir à ce verdict de la CEDEAO, qu'est-ce que vous pensez même de la requête de Mahaman Ousmane? Était-elle raisonnable vraiment après les élections? Vous savez, Mahaman Ousmane, avant tout, c'est un homme d'État. Il a eu à diriger ce pays-là. Le premier président démocratiquement élu. Donc, s'il a décidé un tel recours devant les différentes juridictions jusqu'à en arriver à celle de la CEDEAO, c'est en connaissance de cause. Parce que dans les mêmes conditions, ce n'est pas évident que le camp d'en face ait eu à agir comme lui il a agi. En bon démocrate, en bon pacifiste, vraiment, il faut lui tirer le chapeau. Même si par ailleurs, depuis hier, nous avons remarqué notamment sur la toile, des internautes s'en prendre à lui jeter l'anathème ou à lui le traiter de tous les noms d'oiseaux. Moi, franchement, je lui tire mon chapeau, vraiment, de son comportement responsable, de démocrate. Ça ne peut que confirmer et le grandir davantage. Et il ne fallait pas se voiler la face, même si depuis lors son avocat Maître Liroana a clamé, n'a cessé de clairer qu'ils sont en possession des preuves irréfutables à l'épreuve des faits. Ces preuves-là n'ont pas produit l'effet escompté. Aujourd'hui, Arima l'a dit, donc balle de fin de match pour Maman Ousmane. Il est un grand homme d'État. Dans cette opposition, on regorge des jeunes politiciens.
ne serait-ce que l'encadrement, même si certains lui prédisent une retraite politique, ce qui n'est pas évident. Mais avant cela, moi je pense que vraiment il se doit de jouer ce rôle de coaching, d'encadreur des jeunes politiciens, vraiment un modèle. Oui. Non seulement son comportement, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié son comportement responsable. In fine, donc il a épuisé toutes les voies de recours. Moi je pense que l'opposition est attendue, n'a jamais cessé d'être attendue sur plusieurs sujets, de véritablement jouer son rôle de contre-pouvoir et de veille. Donc moi je pense qu'il sera beaucoup plus utile au président de la République vraiment de les solliciter, de les consulter, parce que les défis en ce moment sont nombreux, multiples et multiformes auxquels fait face le pays. Moi je pense que chacun doit contribuer à l'édification de la nation pour que le pays sorte des sentiers battus. Vous, Arimi, selon vous, quelle sera vraiment la suite de cette affaire? Non, pour moi, en tout cas pour ce qui est des élections 2020-2021, je pense que c'est fini. C'est vraiment non seulement parce que d'abord la situation dans laquelle vit notre pays ne nous donne pas trop le choix. Et toutes les forces vraiment de Momo Ousmane, nous l'avons tous reconnu, Sidikou vient de le dire, c'est un grand homme d'État. Il ne va pas faire une retraite politique. Il n'y en a pas la matière en politique. C'est-à-dire, même s'il dit qu'aujourd'hui il va retourner à Zender, il va s'occuper des champs, il va toujours faire la politique. Donc, il ne peut être que politicien. Oui. Il peut être politicien sans pour autant être candidat. Il peut être politicien vraiment en faisant passer ses idées à travers peut-être plus jeunes. Voilà, une personne ressource vraiment. Aujourd'hui, Momo Ousmane est incontournable dans ce pays. D'abord pour s'être fait élu pour la première fois démocratiquement dans notre pays, tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Après, il a subi un coup d'État, mais tout le monde a apprécié son comportement depuis le président Barré jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est une école politique en soi. Et en cela, il est incontournable, à mon avis. Et donc, ne peut être que politicien. Il va contribuer à la vie publique de ce pays d'une manière ou d'une autre. Peut-être un jour que même si son parti ne gagne pas, il peut être dans le pouvoir, comme on dit. En fait, il peut être vraiment un parti qui participe. Oui. Il peut avoir un parti qui participe au processus dans le pays. Tout est possible. Vraiment, ne parlons même pas de sa retraite, mais il y a trop à faire et l'opposition a du pain sur la planche. Mais et aujourd'hui, c'est lui qui peut s'en occuper avec le reste des personnes qui sont à l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il fasse recours de cette décision de la CEDEAO? Je ne sais pas comment ça se passe, mais en toute logique, peut-être qu'il peut y avoir. Son conseil devrait tenir un point de presse à Rekhazer. Pour le moment, en tout cas, moi, je ne suis pas imprégné. Je n'ai pas les éléments nécessaires me permettant de me prononcer. Mais moi, je pense que même si recours il en existe, vraiment, la page doit être tournée. Il ne peut que consolider et avancer, ne serait-ce qu'à sa manière. Oui. Nous sommes donc au terme de ce numéro du Forum de la presse. Merci à nos invités, M. Arimi Tchari de la radio alternative. Merci d'être venu. Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendant, merci également à vous d'être venu. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de Tous à la Fada. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, le forum de Studio Kalangu. La technique est assurée par Seini Isaka. La régie vidéo, Issa Lawali, Nafis Adam Sirfo à la modération. À très bientôt sur le Studio Kalangu. Au revoir.